Moi, j'ai eu mon diplôme en 1980, quand je fais effectivement des cours aux étudiants. Il y en a beaucoup qui sourient en disant « mais on n'était même pas nés ». J'ai un peu l'impression d'être née avant la guerre. En 82, j'étais en libéral et il y a eu un premier élément qui a été très important pour moi, c'est que j'ai fait un stage de Feldenkrais avec François Combaud sur tous les organes phonateurs. Et pour moi, ça a vraiment été apprendre la diversité et que le patient sait, lui, ce qu'il est en capacité de faire. Et donc, mon boulot de rééducateur, eh ben, ça sera de lui faire explorer tous ces possibles, plus que de lui montrer une manière ou une autre. En 87, j'ai découvert le conte. J'étais à Rennes à ce moment-là. J'ai été écouter un conteur gallo, enfin, qui compte en gallo, qui s'appelait Monsieur Poulain. Ça ne s'invente pas. Le gallo étant le patois, n'étant pas la langue bretonne, mais le patois breton. Et j'ai été fascinée en tant qu'orthophoniste de me dire, mais on comprend qu'un mot sur deux, on peut tenir une soirée entière, donc il y a vraiment des choses dans les contes au-delà des mots. Et comme il n'y a pas de hasard, 3 semaines après, le syndicat a proposé un stage de conteur. Ça m'a passionnée et fascinée et j'ai commencé à compter à partir de ce moment-là. J'ai beaucoup utilisé le conte en pédopsychiatrie. J'ai fait des groupes contes parents-enfants. J'ai fait un travail de recherche avec Trotte-la-Souris, qui est l'association de recherche autour du conte qui était montée par le professeur Laforgue. Donc, on a pas mal travaillé ensemble parce que je ne travaillais pas du tout de la même manière que lui, donc c'était plutôt intéressant. Et j'ai même créé des groupes de contes philosophiques avec des enfants autistes. C'était vraiment des cadeaux, ça. En 2005, donc je le passe assez vite, mais j'avais fait beaucoup de pédopsychiatrie, j'ai fait les 2 DU de neuropsychologie de la Salpêtrière. Et ça m'intéressait justement de faire des DU qui ne soient pas des DU neuropsychologie de l'enfant, parce que ça m'intéressait plus de me poser des questions que de trouver des réponses directement. Et puis en 2008, j'ai quitté la pédopsychiatrie du jour au lendemain. Enfin, ça a pris une semaine, mais le jour où la psychologue et la pédopsychiatre du service m'ont fait venir dans leur bureau et ont pris un ton très docte pour me regarder en me disant « Écoute, le problème avec toi, Guénaëlle, c'est que tu ne penses pas. » Et j'ai trouvé ça d'une telle violence en me disant « Je veux bien penser mal, ça je peux entendre, mais que je ne pense pas, je n'avais pas l'impression que c'était effectivement ma manière de fonctionner. » Et du coup, je me suis dit « Non, là, les psys, ça va. » Et du jour au lendemain, j'ai été travailler en gériatrie. Et ça m'a passionnée. Ça m'a passionnée de m'apercevoir que la pédopsie, la neuropsychologie et la gériatrie, finalement, c'était que des choses qui se croisaient, qui se rencontraient. Et c'est vraiment passionné par ces éléments-là que j'ai continué mon parcours d'orthophoniste. Et j'ai eu à ce moment-là un autre cadeau de la vie, c'est que j'ai appris que j'avais une polyarthrite rhumatoïde. Alors ça peut paraître bizarre de trouver ça comme un cadeau, mais d'abord c'est à expliquer les douleurs que j'avais depuis que j'avais 20 ans. Et puis à cette occasion-là, avec une kiné qui travaillait avec moi dans le centre, c'était un gros centre de 350 lits quand même en gériatrie, on a été à l'association à l'AG de l'association GNOMA, qui est l'association des médecines alternatives, parce qu'il y avait des conférences qui étaient intéressantes. Il y en avait certaines qui étaient complètement allumées. Et puis, il y avait un certain docteur Agrapar qui, lui, travaille avec la longueur d'onde lumineuse, qui nous explique que c'est ce qu'ont les passeurs de feu. Ils ont cette longueur d'onde instinctivement. Et il dit, mais généralement, moi, j'ai travaillé beaucoup sur les brûlures. Il travaille auprès des grands brûlés à l'hôpital, avec ces longueurs d'onde, il éclaire pendant un certain temps. Et comme je l'ai très souvent fait, je ne vais pas vous refaire cette conférence-là. Donc, j'ai choisi une autre pathologie, la polyarthrite rhumatoïde. Et là, je me suis dit, il n'y a vraiment pas de hasard dans la vie. Donc, j'ai quand même attendu 3 semaines. Et puis, j'ai pris rendez-vous avec ce brave monsieur qui m'a éclairé 4 minutes d'une longueur d'onde, 50 secondes de l'autre. Et le lendemain, je me suis réveillée à plat ventre, avec les bras autour de la tête. Ça faisait 20 ans que ça ne m'était pas arrivé.
Et je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose et quelque chose à ne pas repousser et à ne pas renier d'emblée. Et puis, je suis venue en Charente-Maritime, continuer à aller voir ce médecin qui était à Melun, c'était pas très facile. Donc, j'ai été explorer toutes ces médecines alternatives et les gens qui vont avec. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur un stage sur les bols tibétains qui était organisé par une association. Et j'ai trouvé fascinant pour moi, avec ma polyarthrite, cet état de détente du bol et de se dire, mais en rentrant au boulot, en me disant, mais finalement, les patients, j'étais à ce moment-là non plus en gériatrie, mais en MPR et en neurologie, les patients qui viennent d'avoir un AVC ou un trauma crânien, qui sont dans ce tsunami et qui sont tellement tendus, est-ce que finalement, le fait de leur permettre déjà d'être détendus avant de commencer la séance, ça ne serait pas une grande aide? Donc, j'ai demandé au médecin avec qui je travaille, qui, pour tout vous dire, trouvait que les ostéopathes, c'était des charlots. Donc, elle était a priori pas complètement partante. C'est pas elle qui me l'aurait proposé. Mais me connaissant, elle me dit, si tu penses que ça peut aider les patients, oui, tu peux très bien faire avec monsieur Untel, madame Untel, une séance de relaxation. Et puis, c'est comme ça que la machine a démarré. J'ai commencé par faire avec un patient, un autre patient, puis j'ai fait d'autres stages avec d'autres personnes, et puis j'ai de plus en plus échangé avec mes collègues hospitaliers sur quel était l'état des patients, qu'est-ce qu'ils en retiraient, qu'est-ce que ça leur faisait. Et plus ça allait, plus je me suis dit que l'exploration de l'intérieur me semblait très, très importante. Et que ça faisait écho avec toutes les études que j'avais faites sur l'extérieur, les études d'orthophonie, les études de neuropsychologie, qui avaient toute une expertise, mais que c'était très important que ça parte de l'intérieur. À cette époque, à cette époque et maintenant, j'ai aussi fait partie d'un cercle de femmes qui font une transmission de la culture amérindienne. Et je sais que ça m'a vraiment beaucoup aidée sur le plan professionnel. Je ne serai jamais une amérindienne, mais comme pour les bols tibétains, c'est vraiment de me dire comment est-ce que l'autre peut s'exprimer, comment est-ce qu'on peut comprendre et ressentir ce qu'il vit, même si ce n'est pas la même culture, même si ce n'est pas la même approche, mais que tout ça a quelque chose de commun. Et c'est ce commun entre moi et le patient qu'il faut qu'on puisse trouver. Et c'est ce qui m'a amené à poursuivre cette recherche, poursuivre ce travail en me faisant confiance et aussi grâce à la confiance qu'a pu me faire le médecin. Et du coup, je suis arrivée à ce que dans la semaine, je travaille là pour l'instant à 30% en rééducation fonctionnelle, en SSR, en hôpital de jour, et il y a à peu près la moitié de mes patients, entre un tiers et la moitié de mes patients, où c'est de la relaxation. Alors, aussi bien de la relaxation pour des patients qui sont les miens, qui peuvent relever de l'orthophonie, et puis ça en est arrivé aussi à ce que le médecin me demande de le faire, même pour d'autres patients, comme c'est aussi un hôpital de jour orthopédique. Il y a des gens qui ont des lombalgies ou des amputés et je suis amenée à travailler aussi avec ces patients-là. Alors, je vais vous présenter le petit film qu'on a fait pour l'inauguration de l'hôpital. Le bol, je vous en ai amené un ici, que voici. Alors, pour la petite histoire, ce bol que je viens de percuter, ce sont des bols spéciaux parce que c'est des bols qui sont fondus à la pleine lune. Et tous ceux qui les utilisent ne savent pas expliquer pourquoi, mais dans les fonderies au Népal, ils retirent, les soirs de pleine lune, ils retirent le toit de la fonderie et ils fondent le bol sous les rayons de la lune. Donc, c'est des bols qui coûtent beaucoup plus cher parce que d'abord, il n'y a qu'une pleine lune par mois. En plus, s'il y a des nuages, ça ne marche pas.
Et ils ne savent pas expliquer pourquoi ces bols ont un son beaucoup plus long, qui dure beaucoup plus longtemps. Et c'est pour ça que ça s'appelle des full moon bols. Et je crois que ça fait partie de ma fascination de me dire, bah oui, on ne comprend pas tout, mais peut-être que c'est pas grave et qu'on peut peut-être juste faire confiance à ce qu'on ressent et à ce que ressentent aussi les autres. Donc avec ces bols, soit aussi gros, soit des plus petits, je fais un balayage sur la personne, sachant qu'il y a 7 portes d'entrée sur le corps, qui sont les chevilles, les genoux, le pubis, le diaphragme, le plexus, et éventuellement, en mettant le patient sur le ventre, le coccyx et ce qu'on appelle la croix, c'est-à-dire là où la colonne vertébrale croise les bras. Et quand on le passe, on pose le bol, on le met en vibration, et les vibrations qui se transfèrent au corps, moi je le ressens vraiment comme une pelote de ficelle qui serait très emberlificotée avec plein de nœuds, et puis on la remue. Et à ce moment-là, tout ce qui est à l'extérieur et qui est encore assez mobile, et ben les nœuds se défont. Ce qui est au cœur, bien sûr, ça ne se défait pas, c'est pas marqué lourde non plus, là, mais par contre, ça se desserre et toutes ces tensions internes se desserrent et au fur et à mesure, on s'aperçoit on trouve des portes à ouvrir en se disant bah, peut-être que si je faisais ça, puis peut-être que si je tire telle chose. Et c'est vraiment comme ça que je ressens l'effet au niveau purement mécanique du bol sur le patient. Et puis, il y a aussi tout l'effet énergétique du bol. Mais même mécaniquement déjà, et ça nous permet de l'expliquer de manière mécanique au patient, ce qui déjà est rassurant pour lui, ce simple passage qui est assez lent leur permet de sentir une énorme détente. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des moments où le bol ne vibre pas, alors qu'il n'y a aucune raison que le bol ne vibre pas. Le bol se met en vibration lui-même, les vibrations se propagent au corps. A priori, même quelqu'un d'handicapé a de la peau, des os, les vibrations devraient se transmettre. Et à ce moment-là, il y a la conteuse qui revient. Et ça m'évoquait vraiment un patient qui a le bol qui ne vibre pas sur les chevilles, de me dire, mais c'est toutes les expressions populaires qui ont, je pense, leur raison d'être. Et que se dire, bah, c'est un patient où je me dis, mais il n'a pas les pieds sur terre. Ou alors sur les genoux, ce que ça m'évoque le genou, c'est le fait de mettre le genou en terre. Et ça, c'est ce que faisaient les chevaliers devant le roi en disant, OK, c'est toi qui as la meilleure manière de pouvoir gérer les trucs, on met notre épée à ton service. Et pour le faire, on met un genou en terre devant toi, ou mettre un genou en terre devant Hitler. Et mettre le genou en terre, c'est reconnaître que l'autre est le plus fort. Ça ne veut pas dire qu'il est le mieux, mais qu'à un moment, il est le plus fort. Et que le fait de pouvoir reconnaître que Hitler, à un moment, bah, c'est lui qui était du côté de la gâchette, tous ceux qui ont accepté de le reconnaître ont pu être plus acteurs que ceux qui n'ont pas voulu le reconnaître et qui malheureusement sont plus là pour pouvoir nous le raconter, et que les autres, à un moment ou à un autre, ont pu dire « Ok, c'est à cause de lui et c'est lui qui mène la danse, on reconnaît que c'est lui qui mène la danse et c'est ce qui leur a permis, par exemple, de pouvoir rentrer dans la résistance et à un moment l'enlever. » Et je me dis que souvent, pour les patients, le fait de ne pas pouvoir mettre genou en terre, soit devant leur pathologie, soit quelque chose qui leur est arrivé, de se dire, bah oui, c'est là. Effectivement, je le reconnais, enfin je le reconnais et je le dis, c'est là, et je pense que souvent, c'est des patients qui n'y arrivent pas. Au niveau du pubis, c'est tout ce qui est la force du sexe de la personne, c'est-à-dire tout ce qui est sa force en tant qu'homme ou tout ce qui est sa force en tant que femme. Au niveau du diaphragme, c'est ses tripes, c'est comment est-ce que la personne peut écouter ou non sa réaction venant directement des tripes sans que ça passe par l'intellect. Et puis au niveau du plexus, c'est les émotions.
très souvent, quand effectivement ça ne vibre pas à cet endroit-là et que je leur exprime avec ces mots-là, si c'est ça que je ressens à ce moment-là, c'est généralement des choses qui parlent aux patients en se disant bah oui, j'ose jamais, ou bah oui, c'est vrai, j'ai l'impression là d'être que je suis plus du tout dans ma vie parce que je suis complètement perdue par rapport à la vie. C'est vrai qu'on n'a souvent pas prévu d'être avec un AVC, de se dire tiens, comment je vivrais avec un AVC. Donc, je vous en ai expliqué un petit peu le principe mécanique et je vous propose maintenant de pouvoir regarder ce petit film qui a été fait pour l'inauguration de l'hôpital de jour. Le bol peut être frotté. Ou bien frappé. Frotter. Frapper. Alors, sur l'utilisation du bol au-delà de la détente, ça permet aussi pour beaucoup de patients de se rendre compte que de se rendre compte. Beaucoup de patients font des réflexions sur ce qui se passe à l'intérieur d'eux avec le bol, dont beaucoup disant mais je sens mon bras, alors il n'est pas mort, ou je sens ma jambe, ou je sens l'intérieur. Et je suis toujours impressionnée du nombre de patients qui expriment ces mots-là en leur disant mais de toute façon votre bras il n'est pas mort parce que s'il était mort il serait tout noir et il tomberait comme effectivement éventuellement pour certains patients diabétiques. C'est juste le contact qu'il n'y a plus entre les deux et qu'il faut retrouver comment dialoguer avec cette partie de vous-même. Et je pense que le fait de le vivre dans leur corps et non pas de l'entendre uniquement intellectuellement est quelque chose de très, 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 très important pour eux. Alors, si tout ça, ça m'intéressait et si j'ai avancé dans ce domaine-là, c'est que c'est parti, j'allais dire, c'est parti des contes. Quand j'ai commencé à travailler avec les contes, que j'ai jamais inventé de contes, hein, j'en ai jamais écrit, j'ai toujours pris des contes populaires de tradition orale en me disant que s'ils ont traversé tout ce temps, c'est parce qu'ils aident les gens à grandir, autrement ils n'auraient pas passé le temps. Et souvent, je les avais en psy,
parce que les psychos me les envoyaient en disant on ne peut pas travailler avec l'enfant, on n'arrive pas à travailler avec les parents parce qu'ils ne savent rien dire sur l'enfant, donc tu vas faire un pas de côté. L'orthophoniste, elle fait un pas de côté. Je n'ai jamais bien compris ce qu'ils voulaient qu'on fasse comme pas de côté, mais une fois qu'il y avait les parents, qui souvent, effectivement, avaient peu de mots pour parler de leurs enfants, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? Parce que ce n'est pas tellement mes mots qui sont intéressants, c'est les leurs. Et comment est-ce que je peux leur faire trouver leurs mots? Et c'est comme ça que j'ai utilisé les contes en me disant, mais on a des mots qui nous appartiennent à tous, et à moi, c'est tous les mots des contes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le travail avec les groupes contes parents-enfants, et se dire, bah, c'est vraiment trouver des clés, trouver pour eux des portes à entrouvrir, puis de savoir ce qu'ils veulent en faire. Et un jour, même en individuel, j'ai une ado qui est arrivée, je trouvais que, je lui dis, bah, non, t'as pas l'air d'aller bien, et elle me dit, ben non, je voulais venir quand même, mais ma grand-mère est morte ce matin, et ma grand-mère, c'était une des personnes les plus importantes pour moi. Et là, l'orthophoniste se dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je vais peut-être pas lui faire du travail sur sa dysorthographie, et je me suis dit, ben, je lui ai dit que c'était toujours des choses très difficiles à dépasser, à partager, et que moi, ce que je pouvais partager avec elle, c'est ce que les hommes ont partagé, et je lui ai raconté un conte sur le deuil. Et au fur et à mesure, j'ai vu cet ado se poser, et à la fin du conte, elle s'est levée, elle me dit, ben, merci, ben, j'ai bien fait de venir parce que ça m'a fait du bien, et puis je crois que c'était ma meilleure séance d'orthophonie. Et toutes ces choses-là, à chaque fois, elles me dépassaient. Et je me disais, mais comme je vous disais tout à l'heure sur les bols Full Moon, là, les contes, je ne comprenais pas toujours ce qui était en train de se passer. Par contre, je savais qu'il se passait des choses importantes. Et dans les groupes contes parents-enfants, par exemple, les parents et les enfants étaient ensemble et écoutaient le conte avec les soignants. Et après, moi, je travaillais dans un coin de la pièce avec les enfants à partir du dessin, et soit la psychologue, soit la psychiatre, en fonction des groupes, travaillait avec les parents. Et c'était au mois de janvier, donc j'avais raconté un conte sur les rois mages, et il y avait la caravane, il y avait tout, il y avait les chameaux qui blatéraient, j'avais tout, moi, les odeurs, vraiment j'avais tout. Et ils font leur dessin, et une petite fille, le dessin qu'ils font, c'est ce qu'ils voulaient, mais sur le conte. Et une petite fille me montre effectivement sa caravane, et elle était belle, sa caravane. Elle avait tout. Elle avait l'antenne télé, elle avait... Et ma première réaction, heureusement intérieure, d'orthophoniste, ça a été de me dire, mais non, c'est pas du tout ça que je lui ai raconté, elle n'a rien compris. Et puis, la conteuse a pris le dessus à ce moment-là, et de me dire, mais si... Je crois que j'ai vraiment fait mon boulot à ce moment-là, pouvoir lui donner des valeurs aux mots, et c'est pas grave que ça soit pas le même mot que moi, que ça soit, elle s'en est fait une représentation, et sa représentation à elle pour tous ces enfants qui étaient, ceux qu'on avait dans ce groupe-là, qui étaient tous en échec scolaire, en difficulté, et ben je me dis, si on a réussi à faire tellement de boulot, c'est vraiment grâce à cette valeur des mots et valeur des contes, qui ne sont pas mes mots d'orthophoniste, mais par contre, c'est mon expertise d'orthophoniste qui me permettait ça. Et pour les bols, c'est pareil. Les patients, quand ils nous arrivent en neuro et après en MPR, ils ont vraiment vécu un tsunami, que ce soit avec un trauma crânien, que ce soit avec un glioblastome, comme là, il y en a un qui vient d'arriver, que ce soit avec un AVC. Enfin, de toute façon, ils ne se reconnaissent plus. Et ils doivent accepter qu'ils ne seront plus jamais les mêmes. Alors souvent, je travaille avec eux en me disant qu'ils ne seront plus jamais les mêmes parce que la vie va dans un sens, mais peut-être qu'ils seront mieux. Ça ne veut pas dire qu'ils seront moins que ce qu'ils étaient avant, mais que forcément, leur chemin de vie a pris un chemin différent. Et la relaxation au bol, ça permet de chanter l'intellect et de partir à la découverte de son palais intérieur, et de savoir quelles ressources ils vont pouvoir activer pour vivre avec ces nouvelles données. Et c'est vraiment des mots qui généralement sont très forts avec eux, même sur ceux qui ont une aphasie assez importante, parce que c'est quelque chose, ils sont uniquement dans l'intellect de ce qu'ils ont perdu et qui est dramatique, et en plus intellect qui ne fonctionne pas forcément très bien à ce moment-là.
Et c'est comme le noyé qui se débat et qui se noie encore plus. Et là, ça arrête complètement ce processus pour se retrouver en se disant, mais finalement, il reste plein de choses, je sens plein de choses, je ressens plein de choses, et peut-être que c'est en s'appuyant sur ça qu'on va pouvoir reconstruire à l'intérieur et trouver d'autres moyens. Et c'est vrai que quand on serre les dents parce qu'on est en train de laisser passer un orage, on n'est pas très efficace et pas très productif. Et si on arrive à ce que effectivement ça soit desserré, à ce moment-là, on voit quand même beaucoup de choses. Et parfois, c'est la seule chose qui me semble pertinent de proposer à un patient. Il y en a où je me dis, mais ils sont dans un tel cataclysme au moment où ils arrivent que je ne vois pas ce que je peux leur proposer de technique, je dirais, enfin d'exercice ou de reconstruction. Ils en sont juste à devoir pouvoir reprendre leur respiration. Et les collègues en MPR reconnaissent qu'un patient qui vient de faire une séance avec le bol sera beaucoup plus efficace, quel que soit ce qu'il va faire après, que ce soit l'ergo, que ce soit la kiné, que ce soit la neuropsycho. Toutes disent « Ah bah oui, effectivement, on sait si tu as fait une relaxation avant ou pas ». Et il y en a un très récemment qui est arrivé en neuropsychologie avec un assez jeune qui a une pathologie lourde parce que il a découvert, il a essayé de mettre fin à ses jours, découvert que quand on lui a fait un examen pour savoir où est-ce que ça en était, si ça avait laissé des traces, qu'en fait il avait un anévrisme très important, et quand on lui a proposé de l'opérer, il a accepté et il a fait un AVC pendant l'opération. Donc vraiment, il était en se disant, mais à quoi bon, ça sert à rien, je fais des mauvais choix, et avec une hémiplégie très importante. Et donc, je l'ai vu en séance de bol, pas tout de suite, mais pour plein de raisons, ça ne s'est pas fait tout de suite. Et finalement, là, quand je l'ai vu, il a été ensuite en neuropsy et lui dit, mais c'est fabuleux son truc, parce qu'en fait, j'ai réalisé que c'était vivant là-dedans. Et la neuropsychologue a juste répété ce qu'il venait de dire en disant, vous avez réalisé que c'était vivant là-dedans. Et c'était quand elle l'a répété que lui a entendu ce qu'il se disait, et que ce soit la neuropsychologue, l'ergo qui l'a vu après, et tous ont dit, mais il est parti sur autre chose, quoi. Ça y est, il est acteur de sa rééducation maintenant. Alors, un autre cadeau que j'ai eu à l'hôpital par rapport au bol, c'est que j'ai eu un gros clash avec ma collègue orthophoniste qui, sur ses prises en charge avec le bol à propos d'un patient, et ça m'a amené à me poser la question de me dire, ben, effectivement, elle a peut-être raison, est-ce que je suis vraiment orthophoniste ou est-ce que je suis complètement barrée dans mes trucs? Donc, je me suis vraiment interrogée par rapport à ça, et ça m'a permis de me dire, bah oui, on a chacun notre porte d'entrée. Et tous, on s'adresse au patient pour lui permettre de se redécouvrir et de trouver des solutions pour vivre la vie à laquelle il aspire. Et mes bols, c'est rien d'autre qu'un accès aux ressources du patient, en prenant en compte ma dimension complète à moi, ma dimension physique, énergétique, spirituelle, pour multiplier les possibles avec le patient et qu'il puisse s'appuyer sur celle qui lui parle. Alors, parfois, je vois quelle est celle qui lui parle, parfois, je ne le vois pas, mais je vois que ça lui parle, puis parfois, ça ne parle pas du tout, donc on cherche, mais ça, avec ou sans bol. Mais il y en a certains qui, effectivement, vont s'appuyer sur le côté énergétique, d'autres sur le côté physique, d'autres sur le côté spirituel, en disant « Ah bah oui, il y a ça ». Parce que je me dis vraiment, le meilleur rééducateur, c'est le patient lui-même. Et suite au clash avec ma collègue, la patiente sur laquelle ça se faisait, elle est très très mal. Donc on m'a dit, ah, il faut que tu fasses une relaxation au bol, ça va pas bien. Et elle réclame. Bon, donc je dis, oui, j'arrive, je fais ma relaxation. Et ce jour-là, il se trouve que j'avais emmené mon tambour chamanique. Je m'étais dit, ça, le tambour, non, là, faut pas pousser, je vais quand même pas amener un tambour chamanique à l'hôpital. Ça passera pas. Et comme c'est moi qui l'ai fait, mon
tambour chamanique, on fait son propre tambour. Mes collègues qui le savaient m'avaient dit oui, mais un jour, il faut que tu nous l'amènes quand même, on voudrait le voir, ton tambour, comment il est. Donc, il se trouve que c'était ce jour-là. Là aussi, il n'y a pas de hasard. Et cette patiente-là, je lui fais la relaxation et un conte vient en tête. Et quand ils viennent, généralement, je leur fais confiance en me disant c'est qu'ils demandent à se faire raconter, il doit y avoir une raison. Donc, je lui raconte le conte et je me dis comment est-ce que je vais la laisser intégrer le conte. Je ne vais pas refermer, j'étais dans la salle des kinés, enfin dans un des box, je ne vais pas refermer le rideau en me disant bon, ben, je vous laisse et puis je reviens dans un quart d'heure. Je ne vais pas rester assise à côté d'elle, les mains croisées en disant ne vous inquiétez pas, je suis là. Et je me suis dit, bah, après tout, j'ai mon tambour, je vais battre du tambour. Donc je lui ai dit, vous pouvez partir où vous voulez dans votre rêverie. Vous savez qu'il y a le tambour qui vous dit qu'il y a la réalité qui est là, et puis quand il faudra revenir, je taperai plus rapidement. Et à ce moment-là, je commence, et il y avait une patiente en kiné, une parkinsonienne, qui était sur le sol, et la kiné faisait l'exercice avec elle au sol, parce qu'elle n'arrivait pas. Kiné qui est pas du tout dans ce genre de soins. Et elle est très académique. Et je battais de mon tambour et tout d'un coup, j'entends une voix derrière moi qui dit « Mais c'est extraordinaire ce tambour parce qu'on dirait un cœur qui bat et du coup, j'arrive à faire les exercices. » Puis j'entends une autre voix que je connaissais bien qui me dit « Tu dois reconnaître que c'est vrai. » Et en fait, une fois que j'ai eu fini avec ma patiente, où elle m'a dit « Ah oui, ça a vraiment aidé. » Et je me suis dit que j'ai senti que j'avais trouvé un trio pertinent qui est la relaxation au bol, le conte et le tambour pour permettre à des patients avec des gros troubles attentionnels de vivre à nouveau l'expérience, de pouvoir concentrer en eux-mêmes pendant 45 minutes. Et je l'ai fait beaucoup avec des traumas crâniens, avec des AVC droits. Et que c'est vraiment une expérience, donc je ne le fais pas du tout avec tout le monde, je ne le fais pas tout le temps, mais ça aussi, je l'utilise. Comme les kansu, je vous avais mis ça sur la présentation, qui sont des toutes petites coupelles indiennes qui permettent de faire un massage pour les patients, que ce soit sur la face pour tous les patients qui ont des troubles de déglutition, ou que ce soit sur la plante des pieds pour quelque chose de beaucoup plus global. Mais là aussi, c'est permettre aux patients de se retrouver et de donner du sens à ce que moi, je leur fais faire en tant qu'orthophoniste. Donc au début, ça a été confidentiel dans le service, avec l'autorisation du médecin, toujours, mais confidentiel. Et puis un jour, ça a frappé à ma porte et j'ai vu rentrer le médecin avec un élève directeur qui faisait un peu sortie de grande section de maternelle, et elle lui dit, bah voilà, c'est le bureau de l'orthophoniste, et il y avait mes bols sur une table. Elle dit qu'il utilise des moyens pas conventionnels, mais très efficaces. Je me suis dit, toi, tu veux vraiment que ça se sache, parce que c'est évident qu'il va aller se précipiter chez le directeur en disant, oh, il y a des trucs étonnants. Et puis, ça a fini donc le mois dernier, quand on l'a présenté à l'inauguration de l'hôpital de jour, où il y avait le directeur, il y avait le représentant de l'ARS, il y avait tous ces gens-là. Et le médecin a fait visiter. Il y avait la salle où on faisait les relaxations, où il y avait le petit film que je vous ai montré. Et au moment où elle le faisait visiter à ces gens-là, moi, j'étais passais d'une pièce à l'autre, et elle dit, bah, justement, c'est cette dame-là qui peut vous le montrer, qui peut... Et on a eu enfin pas l'accord, mais l'intérêt du représentant de l'ARS et du directeur en se disant, bah, effectivement, c'est intéressant de pouvoir aller explorer tous ces éléments qui peuvent aider nos patients. Donc, pour conclure, moi, je me dis qu'on a tous ce plus intime entre nous, à l'intérieur de nous. Et je pense qu'on doit le mettre sur la table pour aider le patient à se reconstruire avec notre expertise d'orthophoniste. Et je crois très important d'activer chez nous cette flamme, cette pulsion, qui fait que notre expertise ne sera pas un simple pansement sur une expérience douloureuse pour le patient, mais une vraie réappropriation pour le patient de sa vie future. Et je crois que quand on voit sur les forums, quand on voit dans les discussions avec les collègues, on a tous cette flamme. Alors, il y en a certains, c'est sur le yoga, il y en a d'autres, c'est sur le chant, il y en a d'autres, c'est avec des animaux, il y en a d'autres. Mais de se dire, qu'est-ce qui nous fait vibrer à l'intérieur, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on mette
en commun avec le patient, ce qui ne fait pas du tout partie de notre intimité de vie. C'est pas ça qu'on lui partage, mais c'est vraiment quelque chose qui permet au patient de se retrouver. Et je pense que c'est vachement important. Voilà, un petit peu tout ce que je voulais partager avec vous. Donc, je regarde si vous avez d'autres. Donc, je vois qu'il y a une question sur le formé aux soins au bol. Donc, j'ai été formée par Véronique Sur, qui est une personne qui s'est elle-même soignée, faisait partie du milieu soignant, s'est elle-même soignée d'une pathologie assez importante avec les bols et va tous les ans chercher des bols en Inde et travailler avec des soignants en Inde. Et j'ai fait 3 stages avec elle. J'ai fait aussi des stages avec un Canadien qui organise des stages aussi chez Mandalia. Mandalia qui vend des instruments de musique intuitive à Clisson, à côté de Nantes, et qui organise des stages. Et ce Canadien est très, très intéressant et ça m'a beaucoup intéressée parce que c'était du coup une démarche différente. Et la diversité, je trouve ça toujours intéressant pour nous pouvoir se dire la mienne, c'est quoi? Et je dois faire un stage là au mois d'octobre sur les gongs. Et, parce que j'ai un gong aussi, mais ça, je ne l'emmène pas à l'hôpital parce qu'il fait 25 kilos. Mais ça m'intéresse aussi d'aller voir ce qui se passe pour les gongs. Pas de bol autour de la tête. Effectivement, je ne mets pas de bol, à part le bol du 3e œil, le petit là que vous avez vu. Autrement, je ne mets jamais des bols sur la tête et je ne mets jamais surtout la tête dans le bol. Je vous dis ça parce qu'il y en a, je l'ai vu faire et que ça me hérisse, c'est peut-être pas le terme, mais ça me fait très très peur à chaque fois. Et que du coup, je ne le fais jamais autour de la tête. Ce que je fais autour de la tête, c'est que j'ai des tout petits bols, ils font un peu comme des carillons. Et j'ai aussi des graines de son, des sound pods, qui sont des espèces de petites graines métalliques dans lesquelles il y a des poussières de météorites. Et quand on les remue, ça fait vraiment un bruit d'étoile. Donc ça, je peux le faire, mais c'est des choses qui sont très, 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 très légères, plus pour permettre aux patients, non pas d'avoir cette sensation physique directe, mais de partir plus dans le rêve où ils sont. Alors, je pense qu'elle répondra aux questions quand nous serons autorisés à le faire. Il faudra sûrement lever la main. Je pense effectivement que c'est plus facile si vous voulez le faire. Jocat à Montpellier fait également des stages de bol tibétain. C'est intéressant. Et en plus, j'aime bien aller faire des stages avec les autres gens. Donc, plus il y en a, plus je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole et poser des questions? Guénaëlle, moi je veux bien. Bonjour, oui. C'est Isabelle. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est à propos des petits bols Kansu. Tu les pratiques toujours ou pas? Est-ce que... Toujours, c'est-à-dire encore maintenant ou systématiquement? Est-ce que tu le fais en complément des bols tibétains ou est-ce que c'est différent dans ton esprit? Ah, dans mon esprit, enfin dans mon... Oui, enfin... je ne l'utilise absolument pas systématiquement en complément des bols tibétains. Je peux faire les deux, comme je peux ne faire que les bols ou je peux ne faire que les Kansu. Alors les Kansu, je peux les faire aussi uniquement quand c'est dans des cas de paralysie faciale. Et dans ce cas-là, souvent, j'utilise le Kansu sans qu'il y ait forcément de bol tibétain. Mais le Kansu a un contact très, très différent de la main.
et apporte une détente pour tout ce qui est au niveau de que ce soit des trapèzes, au niveau de la gorge, la sensation. Je me dis toujours comment est-ce qu'on peut permettre au patient de retrouver la sensation de choses où il n'a plus la sensation. Et comme j'ai une philosophie, alors ça doit être une philosophie douillette ou peut-être de personnes qui sait ce que c'est de souffrir H24, mais je n'arrive pas à travailler avec des choses qui font mal. Et du coup, ma collègue travaillait avec comment ça s'appelle, ce qui vient de Berck, le Nostrafon. Le Nostrafon ou le non, Vitalsteam? Le Vitalsteam. Ouais. Non, le Nostrafon, c'est plutôt agréable. Le Vitalsteam n'est pas en cause son efficacité, mais je n'arrive pas à me saisir de cet outil parce que je me dis, je pense que je pense tellement quand on a mal, ce qu'on fait, c'est qu'on serre pour attendre que ça soit fini et qu'on ne s'approprie rien, que je n'arrive pas à travailler avec des choses qui font mal. Donc, j'essaye de travailler les mêmes choses. Tu sais que normalement, le Vitalsteam, c'est le patient qui a la molette de la force et c'est lui qui dose ce qu'il s'envoie. Hein, donc, oui, bon, donc effectivement, et j'ai laissé ma collègue, du coup, le faire et le gérer parce que moi, je n'arrivais pas à me prendre possession de cet outil. Non, mais tout à fait. Et dans les bols en dessous, est-ce que tu mets des huiles? Est-ce que tu mets quelque chose? Alors, j'en mets pas dedans puisque le bol en dessous… Attendez, je vais aller vous en chercher. Je suis désolée, j'en ai un de pièce au dernier moment. J'en ai un. Ah, alors je veux bien que tu le montres. Attends, je ne sais pas si tu le vois. Alors, attends, je le mets devant ma tête. Voilà, donc le bol en dessous, on masse avec la partie ronde du bol. Et du coup, moi, je masse toujours avec de l'huile de sésame chaude. Et pour ça, je fais chauffer mon huile de sésame dans un biberon, dans un chauffe-biberon. Je vous raconte pas la tronche des patients quand ils me voient arriver avec un biberon avec un truc jaune bizarre dedans. Pareil. Mais enfin, c'est que la première fois, après, ils savent. Donc, je le fais toujours avec de l'huile de sésame. Je me dis qu'à partir du moment où c'est de l'huile qu'on peut ingérer, la peau ne risque rien. Je mets de l'huile d'olive aussi parfois. Oui, mais je crois que c'est plus difficile à enlever, je trouve, l'huile d'olive après. Oui, mais il y en a chez tout le monde. Oui, mais moi, comme je suis du coup à l'hôpital… Oui, c'est ça. Moi, à domicile, je prends ce qu'il y a chez les gens. Souvent oui. Tout à fait. Merci, Guénaëlle. Oui, Nicole. Oui, j'avais une deuxième question concernant les sonorités. Donc, j'ai on m'a fait une séance de bol et la personne qui a fait ça avait plein de bols différents et elle choisissait, suivant les régions de mon corps, peut-être, je ne sais pas, des sons graves ou des sons aigus. Alors, je voulais savoir comment ça se choisissait. Est-ce que c'était… en fonction de ce qu'on voit sur la personne ou est-ce qu'il y a des résonances qui sont adaptées à certains cas? Alors, il y a peut-être c'est pas peut-être, il y a des gens qui travaillent avec des résonances très précises et le nom m'échappe, mais il y en a un qui fait ses bols et qui a fait une école où pour telle pathologie, il faut utiliser tel bol et c'est quelque chose qu'il a fait de manière très protocolisée. C'est quelque chose dans lequel moi, je ne me retrouve pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est que moi, je ne me retrouve pas parce que je me dis tellement que les patients, ils sont tous différents, que le protocole vraiment très précis de savoir quand rien que quand on a un AVC. Ça, s'il te plaît. Je ne sais pas qui est-ce qui parle là. Non, c'est quelqu'un qui a laissé son micro ouvert, je pense. D'accord. Et du coup, je ne le fais pas de cette manière-là et je le fais, pour être complètement honnête, au ressenti, comme j'ai toujours fait les comptes. Et ça avait beaucoup choqué les psys parce qu'ils voulaient faire, enfin choqué, pas ceux du coup qui travaillaient avec moi, qui avaient fini par accepter, mais en disant, mais comment est-ce que vous les choisissez? Et de se dire, je laisse le compte se choisir, en me disant, une fois que le groupe compte était passé,
tiens, qu'est-ce que j'ai envie de leur raconter la fois d'après, en sachant que il s'est passé telle chose, ça mouline à l'intérieur de moi, et du coup, tel conte doit pouvoir apporter quelque chose. Oui, mais alors du coup, ça passe par ton prisme. Bah oui, mais après tout, mon prisme, il n'est pas pire que les autres, donc c'est pas grave. Et pour le bol, c'est pareil. Je vais à l'hôpital avec un gros bol comme celui que je vous ai montré, un qui fait 2 fois plus petit, donc avec un son plus aigu, et puis 2 tout petits bols, le bol 3e œil et les songpods. Donc, le gros bol me sert à faire tout ce qui est le passage, tout le long du protocole. Le petit bol me sert à faire de l'écho là où je sens que ça me paraît le plus fragile pour la personne. Je pose ce bol-là et je continue à faire un écho à cet endroit-là. Et ce que je vous ai dit, les autres bols permettent plus de s'échapper. Sachant que là où j'utilise les 2 bols pour le son qu'ils font, c'est pour ce qu'on appelle un protocole plexus main. Et ce protocole, c'est le gros bol sur le plexus et le petit bol dans une main. Et on percute le gros bol et on percute le petit. Et du coup, il y a un circuit énergétique qui se fait entre le plexus, le bras, le plexus, le bras. Et quand j'ai entendu parler de ce protocole, je me suis dit, mais pour les patients hémiplégiques, c'est super intéressant. Alors, j'en ai parlé à celui qui nous faisait la formation, qui ne connaissait pas les patients hémiplégiques, donc qui ne l'a pensé qu'en se disant, tiens, si j'étais en face d'un patient comme ça, est-ce que je le ferais? Et du coup, j'ai pas mal étudié ça en me disant, on le fait d'abord du côté non hémiplégique pour avoir cette sensation de l'énergie qui passe et de le faire après du côté hémiplégique, sachant que nous, on soutient la main, donc ce n'est pas le poids du bol qu'ils ont. Et à ce moment-là, effectivement, le fait d'avoir un bol plus aigu dans la main me paraît important. D'accord, merci. Et il y a aussi un autre moment où le fait d'avoir un bol grave est important, c'est pour certains patients où ils peuvent être à plat ventre avec les pieds en l'air, enfin pliés à partir du genou. Vous savez, comme les enfants quand ils dessinent, là, ils sont à plat ventre et puis ils ont les pieds en l'air. Et on pose le bol sur la plante des pieds et on le percute à ce moment-là. Et à ce moment-là, il faut vraiment des bols qui soient graves parce que le bol grave, c'est beaucoup plus celui qui ancre. Quand on fait une grande relaxation au bol, mais ce que ça, je ne fais pas à l'hôpital, je fais chez moi, mais pas à l'hôpital, il y a toujours ce qu'on appelle un bol racine, un bol très grave qui est au pied et puis qui vous réancre à chaque fois. L'ancrage, oui. D'accord. Merci beaucoup. Juste, je n'ai pas bien compris le nom du petit instrument très aigu que vous secouez. Des songpods. Le son, c'est des graines de son. Pods, c'est la graine. Et c'est une Amérindienne qui les coule. Ils sont en acier. Et elle met dedans de la poussière d'une météorite qui est tombée sur leur réserve. Et elle n'a jamais voulu donner le secret. Personne n'a jamais réussi à refaire des songpods. Et là, elle est en train de le transmettre parce qu'elle sent qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Peut-être que quelqu'un d'autre apprendra à faire des songpods. Mais c'est magique, ce truc-là. Et où est-ce qu'on en trouve? Moi, je les ai trouvés chez Mandalia. Je sais qu'on en trouve à d'autres endroits, mais je les ai trouvés chez Mandalia. Et effectivement, les bols, on en trouve beaucoup sur Internet. Il y en a partout à vendre. Mais comment être sûr que, voilà, que c'est un bol de bonne qualité et qu'il va être… Alors… moi, les premiers bols, j'ai eu ceux de Véronique, donc elle allait faire fondre et elle avait plusieurs familles de fondeurs. Et j'ai découvert à l'île de Ré, donc j'habite moi en Charente-Maritime, je travaille à l'hôpital de Saintes, et j'avais vu sur Internet qu'il y avait les artisans du Népal sur l'île de Ré. Et je m'étais toujours dit, il faut que j'aille voir, parce qu'il fait pas mal de trucs. Il faut que j'aille voir si c'est un illuminé qui se dit sous prétexte qu'il ramène 4 bols tibétains ou si c'est un mec bien, ou je ne savais pas du tout. Et je me disais, il faut que j'y aille, Et un jour, j'y ai été. Et j'ai fait une rencontre extraordinaire parce que ce type-là était musicien
faisait des spectacles dans des maisons de retraite, dans des salles des fêtes, etc. Et puis un jour, il est parti au Népal, il a pris plein de photos et il a fait un des spectacles en projetant derrière lui les diapos, donc c'est pas tout neuf, de ces photos du Népal. Et ça a tellement bien marché qu'il s'est dit, mais c'est pas que mon spectacle, c'est les photos aussi. Donc il faut quand même que je les remercie, les sourires de tous ces gens-là. Donc il a cherché comment il pouvait faire et il a fait venir, quand il est retourné au Népal, il a ramené de l'artisanat népalais en disant, bah, je le fais vendre par des étudiants et puis tous les bénéfices, c'est pour vous et pour construire une école. À chaque fois, il y avait un projet. Et finalement, un jour, il a dit, bah, ça y est, je crois que j'ai payé ma dette. Et les artisans lui ont dit, non, non, mais nous, pour nous, c'est important parce qu'on sait où est-ce que tu les envoies. Donc, continue. Et il s'est dit, après tout, la musique, je suis un peu arrivé au bout des spectacles. Et donc, maintenant, il ne fait que ça, de faire venir des instruments ou des bijoux et de pouvoir les distribuer. Et c'est chez lui, donc on traverse sa maison, qui ne casse pas trois pattes à un canard. Il y a 3 appentis dans le jardin, il montre tout. Alors, il y a des murs entiers de bols. Il montre les bols, il montre les bijoux, puis à ce moment-là, il me dit, bah, écoutez, je vous laisse, hein, puis si vous avez une question, vous venez me voir, je suis dans le bureau. Et je me dis, mais ce type, il laisse tous ses trucs ouverts. Il me dit, oui, oui, c'est que comme ça que ça peut passer, parce que, vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient heureux avec ce que je fais. Et du coup, c'est à lui que j'ai acheté les Full Moon, qui ne m'avait pas montré du tout au début. Et c'est le 3e Full Moon que j'achète. Et cette personne, quand on lui achète un bol, il nous donne un bon de garantie et on peut toujours venir les changer. Et il dit, si ça ne vous intéresse plus les bols, ou si au contraire vous avez pris un premier bol et que vous voulez passer au-dessus, et ben moi je vous le reprends au prix de ce que je vous l'avais vendu, et puis ben, je vous l'échange contre autre chose. Et je me suis dit, bah, il n'y en a quand même pas beaucoup qui font ça. Donc, si vous avez l'occasion d'aller à Artisans du Népal, sachez que c'est effectivement quelqu'un de bien. Reste, vous êtes sûr que chez Mandalia, c'est effectivement des bols de qualité. Et pour les autres, il y en a quand même beaucoup qui sont, c'est de plus en plus de l'industrie. Il y en a de plus en plus qui sont diffusés. Donc, moi, je vous conseillerais de vous faire confiance. C'est-à-dire que si un bol, vous trouvez qu'il a un beau son, eh ben, c'est que c'est un bon bol. Et tant pis si vous avez des puristes qui vont arriver en disant non, mais vous comprenez, de toute façon, les bols qui font vraiment casserole, on les entend tout de suite en se disant, bah, c'est vrai qu'on n'a pas très envie de le repercuter encore ou de le frotter. Donc, faites-vous confiance. Et puis, vous pouvez très bien trouver des super bols dans des vides-greniers, dans des endroits comme ça. Du moment qu'il vous plaît, c'est que c'est passé et que ça sortira, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je vois qu'il y a quelques... Oui, Full Moon, c'est... Je vois que Marie et Horisson demandent, mais c'est quoi Full Moon? C'est ceux qui sont donc fondus sous la pleine lune, puisque les bols tibétains, ils ont 7 métaux, c'est une de leurs caractéristiques. Ils fondent ces métaux, alors dans un certain ordre, en fonction des gens, ils fondent ces métaux et ça donne une espèce de petite coupelle. Imaginez de mettre du métal dans un bol à déjeuner, et puis après vous le démoulez. Donc vous avez une espèce de petite coupelle comme ça de métal, et après il va être martelé. Et pour être martelé, on voit des films, d'ailleurs je crois sur le site d'Artisans du Népal, on les voit en train de marteler, il y a le feu à côté, il y en a un qui a une pince et qui met cette galette dans le feu, il la remet au milieu, et tous les autres qui sont autour, les marteleurs, qui sont autour avec leur masse, tapent sur le bol, chacun leur tour. Donc, ils tapent et dès que ça arrive à celui qui a les pinces, il les remet au chaud. Et on se dit, mais comment est-ce qu'ils font pour ne pas se taper sur la tronche? C'est un espèce de balai, chacun leur tour, parce qu'ils tapent comme des sourds, c'est le cas de le dire. Faut quand même... Et au fur et à mesure, on voit le bol qui commence à prendre sa forme. Et c'est ça, ce fameux martelage qui est fait sous les rayons de la pleine lune pour les Full Moon Bowls. Et qui donne ce son extraordinaire qui dure effectivement très très long.
Il y a quelqu'un qui demandait est-ce qu'il y a des contre-indications. Je n'en ai pas encore trouvé. Il y a des patients qui ont des trucs bizarres, des patients qui ont des pompes à insuline, des patients qui ont des grosses cicatrices, des patients qui ont des prothèses machin, et des patients qui ont des gastrostomies. Donc effectivement, on ne met pas le bol sur la gastrostomie, c'est pas sympa, mais on arrive toujours à adapter, à le mettre sur le côté, éventuellement à ne pas le mettre sur le patient, mais le mettre à côté et puis utiliser uniquement la percussion qui va se transmettre. Mais je n'ai pas encore trouvé de contre-indication, sachant qu'un patient qui ne veut pas, c'est une contre-indication, enfin qui dit bah non, alors soit c'est une contre-indication uniquement psychologique de se dire puisqu'il ne veut pas, bien sûr on arrête, et peut-être qu'il ne veut pas parce que pour lui ça serait, il ne le sent pas bien parce que ça ne serait pas très bon. Ça fait 6 ans que je travaille avec les bols à l'hôpital, il y a eu un patient qui un jour a dit non, je ne préfère pas en faire une autre. C'est le seul qui est dit qu'il ne préférait pas, et finalement on a travaillé avec lui sous une autre forme après, donc ce n'était pas une question de personne, c'est effectivement, ça ne lui correspondait pas. Savoir si j'utilise mes bols pour me soulager dans les crises de polyarthrite. Oui, je le fais sur moi-même. Et effectivement, en étant assis, on peut se le poser sur les genoux, enfin sur les chevilles, sur les genoux, sur le pubis, et après en s'allongeant, de le poser sur le plexus. Ma polyarthrite, je sais aussi que le cercle de femmes y a beaucoup joué parce que c'est vraiment là où j'ai pu me faire le lien entre l'émotionnel et le physique. Et maintenant, ma polyarthrite, elle me sert que quand j'ai une crise, je me dis, tiens, qu'est-ce qui ne va pas là? Qu'est-ce que je n'ai pas digéré? Qu'est-ce que j'ai mis de côté? Et où du coup, ça se crispe. Et ça me sert pas mal pour ça. Je fais des études d'orthophonie et j'ai du mal à voir le lien. Le rôle des bols dans la rééducation, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la rééducation et nos études, et en ayant donné des cours tous les ans, enfin, sur toutes les années à Poitiers, nos études, c'est une expertise. C'est-à-dire qu'on devient, et on a une expertise très, très importante dans plein de domaines en tant qu'orthophoniste, et de se dire, bah voilà, on sait comment fonctionne tel système, comment fonctionne le langage, comment il se construit, Par contre, je crois qu'on n'a aucune expertise sur comment il se déconstruit, enfin comment il est quand il est plus normal. On arrive à se dire, bah tiens, il n'est pas ça ou il n'est plus ça, mais est-ce qu'il va pouvoir le redevenir? J'en suis pas sûre. Et forcément, le patient va trouver un autre moyen. Il va devoir contourner. Et pour moi, la rééducation, c'est vraiment permettre aux patients, avec notre expertise les exercices, tous ces trucs-là où on sait que ça va travailler tel domaine, ça va aller alimenter tel domaine, de se dire c'est peut-être ce domaine-là qui va pouvoir être une porte pour le patient. Et c'est en ça que c'est vachement important qu'on ait cette expertise d'orthophoniste, mais c'est pas de se dire il faut qu'il travaille ce domaine-là. Quand je travaille quelque chose avec un patient, je sais jamais si ce que je lui propose, c'est exactement ce qui va lui permettre. Moi, c'est vraiment de lui permettre d'explorer en disant bah, il me semble que quand on a un manque du mot, quand c'est du lexique d'entrée, donc sur toute cette expertise, et ben, en faisant tel exercice ou en vivant telle expérience, où je travaille beaucoup, beaucoup en groupe à l'hôpital avec des groupes très écologiques, donc des groupes jeux, des groupes cuisine, des groupes vraiment de la vraie vie. Et c'est en tant qu'orthophoniste parce que c'est en me disant, ben, peut-être que vous pouvez aller explorer ça et que ça va pouvoir permettre, alors je ne leur dis pas que ça va permettre votre manque d'humour ou que ça va favoriser à part pour certains patients qui ont besoin de le savoir, mais je sais que c'est effectivement ça que je travaille, mais c'était exactement la même chose avec des petits-enfants avec des troubles de l'oralité, pour tous, je me suis mis dans la position, et ça grâce à Feldenkrais au départ, de comment est-ce que je peux aller permettre à ce patient d'aller explorer ce qu'il est et ce qu'il a.
et non pas d'explorer ce qu'il n'a pas, parce que s'il ne l'a pas, ben, il ne va pas pouvoir l'explorer. Mais pour arriver à une finalité, il veut bien articuler, il veut trouver ses mots, il veut pas faire de faute d'orthographe, il veut comment est-ce que je peux aller lui permettre d'aller explorer tout ce qu'il a en stock et qui vont lui permettre de passer cette difficulté. C'est vrai que pour ça, il faut avoir les connaissances qu'on a et l'expertise qu'on a pour pas lui proposer en disant tiens, ça pourrait peut-être l'aider, tiens, on va voir ça, peut-être que ça peut le faire. Je m'arrête pour lire vos questions. Oui, c'est vrai que pour les étudiants, c'est parfois troublant, puisque je vois deux questions d'étudiantes. Je me suis toujours beaucoup battue avec les étudiants pour dire, mais posez-vous des questions et que tout ce que vous apprenez, c'est très important que vous le sachiez, c'est très important que vous l'ayez, mais si ça ne fait pas d'écho chez vous à se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, en quoi je suis d'accord ou pas d'accord, ou ce qui ne veut pas dire que si vous n'êtes pas d'accord ou si vous ne le sentez pas, que ce n'est pas vrai, mais que si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, c'est que c'est important, c'est que c'est quelque chose qui ne vous parle pas ou quelque chose que vous n'avez pas compris, mais que ce qui est important, c'est les questions que vous allez vous poser et pas l'apprentissage, pas le... C'est pas méchant ce que je vais dire, mais j'allais dire le gobage. Que le but, c'est pas uniquement d'attirer tout un tas de connaissances, puis de se dire après, il suffira que je prenne les exercices, mais de se dire comment est-ce que vous, il n'y a pas deux orthophonistes pareils. Là, vous êtes très obéissants et vous avez coupé vos caméras, mais quand on voit effectivement nos têtes, il n'y en a pas deux qui sont pareilles. Et du coup, c'est pareil aussi, je pense, dans notre travail et dans notre approche, et c'est ça qui nous en fait la richesse. En tant qu'étudiant. Mais non, étudiant, ne culpabilisez pas d'y mettre des choses de vous. Eh bien, j'ai dépassé l'heure que je vous avais indiquée, donc je vous invite à vraiment vous faire confiance, essayez ce qui vous tente du moment que vous savez ce que vous faites derrière, vous réfléchissez sur ce que vous faites. Et pour ce qui est des bols ou d'autres choses, vous n'hésitez pas à me mettre un mot sur Facebook ou alors sur mon mail, sachant que si vous avez peut-être reconnu que je faisais aussi, pas uniquement, j'ai le côté un peu barré du côté des bols, et puis j'ai le côté aussi de l'autre côté avec l'application Gong que j'ai montée, et si elle s'appelle Gong, c'est justement à cause de mes bols tibétains et du Gong. Quand on a cherché avec mon associé comment on pouvait l'appeler, on s'est dit que ça m'enrichissait tellement que peut-être que c'était un cadeau à faire aux patients aphasiques de donner ce nom-là à leur application. Donc vous avez aussi le moyen de me contacter par ça, donc je pense que si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez les moyens de me contacter. Et en tout cas, moi je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir et de m'avoir écouté. Merci bien. Merci et à très bientôt. Au revoir.